bien, bonsoir à tous et à toutes. Alors, bonne année pour ceux qui ne seraient pas encore reçus, pour lesquels les vœux de impécicère et mes vœux personnels n'auraient pas été encore reçus. Bon, à la demande de certaines personnes, j'ai baissé un peu le son du générique, qui est effectivement un peu stressant, hein, mais cette musique a été choisie à souhait, en correspondant justement avec les sujets que l'on traite et qui sont des sujets angoissants et pour lesquels il nous faut réagir. Donc ce n'est pas du tout une erreur, mais c'est tout à fait volontaire, cette musique. Bon, j'ai baissé un peu le son parce que c'était peut-être un petit peu trop dérangeant, on va dire. Alors, ce soir, chronique des barbaries, donc du 15 janvier. Donc nous allons voir évidemment l'actualité un petit peu de l'initiative et notamment le manifeste émergence et tout ce qui va autour et la progression de l'initiative. Nous allons avoir un petit regard sur la semaine, puisque la chronique des barbaries est un petit peu revue à la baisse, hein, suite aux travaux importants que nous avons à faire en ce début d'année, car nous avons 6 mois pour échapper à la barbarie. Si dans 6 mois, nous n'avons pas multiplié par 10, enfin plus maintenant par 10, mais le nombre de personnes qui sont autour d'une perspective de la 6e République, eh bien, il n'y aura pas de candidature à la présidentielle, et à partir de là, eh bien, comme j'explique dans une vidéo, eh bien, on sera parti vraiment très mal. Donc, les formats sont réduits justement parce qu'il y a beaucoup de travail et qu'il faut mener toutes les tâches de front. Donc, regard sur la semaine avec un focus un peu particulier sur nos forêts en danger et pour finir, comme à l'accoutumée, un hommage aux victimes des barbaries. Alors, rebonsoir. Donc, comme souvent, comme toujours, je dirais, nous allons commencer par une maxime. C'est une maxime courte aujourd'hui et qui concerne, je dirais, justement cette initiative et sa réussite, qui s'adresse donc à ceux qui la dirigent et à moi donc en particulier. Que dit notre ami Gaston Courtois ? Faire croire à sa chance est pour le chef la meilleure des chances. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, oui, il faut avoir de la chance, il faut tenter sa chance, et la réussite d'une perspective de la 6e République, et les chiffres, et nous allons le voir dans la suite de cette émission, le montrent, peut réussir et va réussir, car elle doit réussir. Et je dois dire que dans ma carrière, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles et extra-professionnelles, et bien, je dois dire que, alors je ne dis pas dire que j'ai toujours réussi, mais il y a eu toujours une sortie, même parfois dans les impasses que j'ai pu rencontrer, eh bien, il y a toujours eu un rebond, une perspective, un moyen les trajectoires sont rarement droites, mais un moyen justement bien d'avancer et de toujours rebondir. Eh bien, oui, je peux dire que je suis quelqu'un qui a une certaine chance, on peut le dire, hein, mais la chance se provoque, évidemment, elle ne tombe pas du ciel, la chance. Et je crois, effectivement, en ma chance et en la chance d'une perspective de la 6e République. Voilà le message que je voudrais faire passer ce soir, aussi au travers de cette maxime. Alors, émergence, bon, évidemment, c'est quoi l'émergence ? C'est pour changer le système. La question, elle est vraiment là, puisque si on va vers la barbarie, et comme on est dans une crise de civilisation, eh bien, tout autre niveau est insuffisant. Et oui, on peut réussir, et oui, on peut agir efficacement. Voilà, ça c'est la courbe de progression d'une perspective de la 6e République. Je l'ai montré où on était la semaine dernière. Le pointillé bleu, c'était les prévisions. Et vous voyez qu'à la mi-novembre, à peu près, on a dépassé, puisque le orange, c'est ce qui est réalisé, eh bien, cela se poursuit. Mais il ne faut pas se tromper. Là, je dirais, c'était la première phase. La seconde phase, maintenant,
la pente, croyez-moi, de la courbe bleue, elle est beaucoup plus pentue, et donc il faut changer de braquet, il faut changer de vitesse. Donc on est dans les clous, je dirais largement, hein, et on dépasse largement les clous, je dirais, mais ça va être un autre niveau, un autre engagement désormais, un autre élargissement de l'initiative à laquelle il faut passer. Donc il faut embrayer plus fort encore. Mais ça, voilà, ça dépend des citoyens. Nous travaillons tous les jours sur l'initiative pour que ça avance dans toutes les dimensions. Eh bien, il est bien évident que sans l'engagement citoyen, des citoyens volontaires, rien ne sera possible. Et vos enfants, vos petits-enfants en pâtiront. Vous en pâtissez déjà aujourd'hui par le Covid et tous ces trucs-là, et l'islamisme, etc., et le terrorisme. Et plein d'autres choses que nous énumérons dans ces chroniques. Mais vous allez en pâtir, vos enfants vont en pâtir. Vous ne croyez pas qu'il y a des échappatoires? On ne peut pas s'échapper. Ou si vous échappez, vous êtes un égoïste, à la limite, si c'est après vous la fin du monde, là c'est clair que je n'ai rien je ne peux pas vous convaincre, puisque vous vous moquez du reste. Mais si vous regardez cette émission, vous n'êtes certainement pas dans cet état d'esprit. Alors, agir est donc possible, parce que nous allons réussir, et la seule initiative réaliste et pragmatique, réaliste justement parce que c'est vraiment très important, les gens qui parlent de première démocratie, d'assemblée constituante qui tomberait du ciel, etc., tout ça ce n'est pas dans le réel, sauf une insurrection, mais on voit bien que les insurrections aujourd'hui, les moyens qui sont en face de toute nature sont très puissants. On voit même, il suffit de regarder également ce qui se passe aux États-Unis. Donc c'est à la fois la seule initiative réaliste, pragmatique et à la hauteur des enjeux de civilisation. Je reviendrai sur justement ce qui se passe aux États-Unis, je pense vers la fin du mois ou début février. Après que toute cette phase, un petit peu, pour en tirer les leçons et voir en quoi une perspective de la 6ème République est justement à la hauteur d'autres initiatives qui sont plus ce qu'on appelle souverainistes généralement, et qui sont, parce que partielles, justement vouées en partie à l'échec. Donc émergence, c'est différentes choses, mais notamment c'est les mini-cartes que vous pouvez diffuser autour de vous, qui suscitent un intérêt tout à fait intéressant. Donc je vous engage à le commander, c'est sans risque, c'est facile à diffuser autour de soi. Émergence, le manifeste de base, je dirais, qui est accessible à tous et qui explique la stratégie et en quoi, et qui explique pourquoi justement cette initiative peut et va réussir, et émergence idéologique, qui est le premier volet, je dirais, qui approfondit une des dimensions, la dimension idéologique, qui a été adressée à de nombreux intellectuels, qui va être encore adressée à d'autres intellectuels. Je remarque qu'ici, il y a un livre qui vient de sortir alors une personne dont j'ai oublié le nom, mais j'essaie de la retrouver, qui s'appelle... non, je ne retrouve pas le nom de la personne. Oui, Corinne Pelluchon, qui appelle aussi à de nouvelles lumières. C'est très... Alors, je n'ai pas encore lu son livre, il vient de sortir, là, le 7 janvier 2021. Elle fait le même diagnostic, elle dit il faut de nouvelles lumières. Je ne sais pas si c'est exactement ce qui est dit par une perspective de la 6ème République depuis plus d'1 an maintenant, quelque part, ces nouvelles lumières. Croyez-moi, une perspective de la Nouvelle République n'existait pas encore, mais j'avais déjà cet esprit de nouvelles lumières, de cet élan qu'il fallait donner. Et donc, émergence idéologique, c'est vraiment le cœur, justement, de cet appel à aller vers de nouvelles lumières. Mais évidemment que ce n'est qu'une des dimensions, et actuellement, je travaille également à la partie émergence spirituelle, qui est une dimension tout à fait fondamentale si l'on souhaite aller vers une nouvelle civilisation et refonder une civilisation. Une civilisation se fonde toujours sur une spiritualité, et on doit remarquer que dans le monde hyper matérialiste d'aujourd'hui, c'est une dimension qui manque à énormément de personnes, je ne dis pas à toutes les personnes, mais énormément de personnes sont frustrées, sont comme aurait dit...
comme aurait dit Comte Sponville, sont châtrés de l'âme. C'est pas parce que je suis athée que je vais me châtrer de l'âme. Donc voilà, c'est son expression. Eh bien, c'est très exactement ça. Et la dimension spirituelle, eh bien, elle est tout à fait fondamentale. Et nous y reviendrons dans les prochains numéros des Mercredis de l'Espoir, de toute façon. Alors, ceci étant dit, le livre à lire, à partager, commandez-le par email, par contact, etc., en envoyant un courrier à la boîte postale, etc. Je n'y reviens pas, vous avez tous les détails sur le site. Alors, regard sur la semaine, on commence à en avoir un peu marre de cette histoire de Covid, mais c'est là pour durer. Hein. Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez regarder les vidéos antérieures. C'est là pour durer. On n'est pas là. C'est pas dans 2 minutes que ça va s'arrêter. Bon, là, il y a le vaccin, mais on ne sait pas exactement. C'est des nouveaux types de vaccins. Il y aura peut-être un vaccin plus traditionnel auquel on pourra vraiment, sur lequel on pourra s'appuyer à un moment donné. Bon, mais tout ça, c'est encore de l'avenir. Et le temps que tout le monde passe, etc., on n'est vraiment pas là-dedans. Sachant qu'il y a des mutations qui se produisent, on le voit bien, puisqu'on a un réservoir de virus qui est mondial. Et c'est en ça que qu'une perspective, la 6e République, avec cette notion de barbarie, justement, le Covid, ce n'est qu'une des dimensions de la barbarie. Alors, le Covid, ça continue. Voilà. Donc là, j'ai changé la courbe que je mets d'habitude. Là, c'est les morts par jour en France. Donc on voit bien, là, donc on était au mois de mars, mai 2020. Et puis là, depuis novembre, fin octobre, début novembre, on voit la mortalité en France liée au Covid-19. Donc on voit que, certes, on voit bien l'été, on voit bien qu'il y a une vague, on voit bien qu'il y a 2 vagues, mais il y a plein de pays où il n'y a pas de vague. Donc voilà, donc là, mais même en France, le nombre de morts sur 7 jours, qui s'élève à 2752 jours sur les 7 derniers jours, est en augmentation par rapport à aux semaines précédentes, ce qui nous amène à un total de décès à 69 452 décès depuis le début de cette épidémie en France. Et ça continue, et c'est pas fini, parce que l'épidémie, je l'ai dit la semaine dernière, mais elle est désormais hors de contrôle dans de nombreux pays. Alors en France, c'est pas encore tout à fait le cas, mais il y a de nombreux pays où elle est complètement hors de contrôle. Et là, je vous invite, j'ai mis le lien, je vous invite à aller consulter ce site-là, qui est le John Hopkins University, qui donc a toutes les collecte un petit peu toutes les données au niveau mondial. Et il y a des pays vraiment qui sont hors de contrôle. Il suffit de regarder les courbes, alors, il y a le Royaume-Uni, les USA, le Brésil, la Russie maintenant, qui est devenue hors de contrôle également, et l'Allemagne. Pour le coup, l'Allemagne est complètement là. Regardez, vous allez voir les courbes, si vous ne me croyez pas, vous pourrez le vérifier, et on voit les courbes du nombre de cas et du nombre de décès qui est en train de partir complètement en exponentiel. Donc là, c'est vraiment avec une courbe extrêmement pentue, quoi. Donc voilà où on en est. Donc, je veux dire, la pandémie, elle n'est pas là d'être terminée, quoi. Sans compter, je ne reviens pas sur les émissions sur ce que j'ai déjà dit sur d'autres sujets. À tel point, et là, nous revenons en France, que notre cher Jean Castex, celui qui est le visage de la barbarie, je vous avais parlé de son projet de loi qu'il avait présenté le 21 décembre pour faire entrer dans le droit commun l'état d'urgence, c'est-à-dire pour que ce qui est dans l'état d'urgence sanitaire, ça soit en permanence ce qui est dans le droit commun, qui a suscité de très nombreuses réactions à ce lever de bouclier, dont une vidéo que vous pouvez retrouver, qui est montrée là. Donc ils ont reculé. Mais ils ont reculé, j'avais dit, provisoirement.
tant et si bien que dès le début 2021, eh bien, ils proposent un nouveau projet de loi. Cette fois-ci, bon, ils se disent, bon, bah là, on ne peut pas le mettre dans le droit commun, c'est-à-dire l'atteindre ad vitam aeternam, mais ils font une prolongation, tenez-vous bien, jusqu'au 31 décembre 2021. Ça va passer, c'est déjà passé au Sénat, etc., et ça va être examiné, je crois, en deuxième lecture, le 18 janvier, c'est-à-dire la semaine prochaine, à l'Assemblée nationale. 31 juin. Déjà, c'est mort pour tout 2021. Tout 2021. Voilà. Voilà, c'est annoncé. C'est pourquoi il ferait ce projet de loi. Pourquoi il voulait le mettre dans le droit commun. Donc, vous pouvez vérifier. Hein, j'ai mis les deux liens hein, là-haut que vous pouvez consulter, que vous pourrez retrouver sur le site. Sur le site 1p6r.org, vous pourrez retrouver sur la partie chronique des barbaries tous les liens qui sont cités, évidemment, lors de cette émission. Hein. Vous pouvez vérifier tout ce que je dis. Puis après, ça ne veut pas dire que je ne peux pas me tromper, hein, mais c'est au moins vérifiable et c'est sourcé. Tout ce que j'affirme est sourcé. Alors, le sujet, je dirais, alors principal, un petit focus quand même sur ce sujet, parce qu'il m'a interpellé cette semaine, c'est nos forêts sont en danger. Donc, c'est une émission qu'il y a eu sur la chaîne WEO. Hein. Donc, pareil, il y a le lien là-haut. Vous pourrez voir cette courte vidéo, mais il y a d'autres sources. Nous allons le voir. Donc, il y a 300 000 hectares de forêt depuis 2018 qui ont un taux de mortalité inédit. C'est-à-dire qu'il y a plein d'arbres qui sont en train de mourir. 300 000 hectares hein, concernés. Donc, ce qui concerne 7% de la forêt française. Bon, ce n'est pas non plus toute la forêt française, mais il y a une partie significative de la forêt française où on a un taux de mortalité qui augmente de façon très importante. Et dont 40% pour la forêt de Compiègne, qui est une forêt sablonneuse, en partie au moins, 40% de la forêt de Compiègne qui est en situation de surmortalité très importante. Et ça est dû eh bien, aux sécheresses à répétition, donc depuis 2018, on a eu des sécheresses à chaque fois, chaque année on a eu des sécheresses, et des longs épisodes avec des fortes chaleurs en été. Sécheresse plus forte chaleur, ben, il y a certaines essences d'arbres qui n'y résistent pas, surtout si le sol est sablonneux. Alors, ce qui n'est pas le cas de toutes les forêts, heureusement. Mais ça, c'est un effet direct du réchauffement climatique. C'est en droite ligne ce qui se passe, une conséquence du réchauffement climatique. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Et donc, et qui plus est, ce qui se passe, c'est que non seulement il y a le réchauffement climatique, mais il y a des modèles de prévision du réchauffement climatique qui ont été faits par des scientifiques, des spécialistes du climat, etc. Et alors, j'en parle même pas encore de ça, pardon. Là ici, le sujet, c'est plus de dire... Mais le problème qu'il y a, c'est que, en fait, si on laissait la nature faire, on pourrait dire la nature va s'adapter, etc. Sauf que là, la vitesse de changement des températures et du climat, de la montée des températures, est 10 fois plus rapide. 10 fois plus rapide. Donc là, on peut dire que les scientifiques ne se trompent pas. On a un ordre de grandeur d'écart, c'est pas 2 fois, c'est pas 1 fois et demie. Là, c'est 10 fois plus rapide que la capacité d'adaptation naturelle des forêts. Donc là, les dégâts, si on laisse comme ça, si vous voulez, si on laissait la nature faire, bah ça sera des dégâts considérables. Alors, il faut bien voir que ce n'est pas non plus que dans le nord et l'est, hein, puisque là, dans l'ONF, hein, l'Office national des forêts, donc là j'ai mis le lien aussi en haut, hein, bon, je cite, hein, « Après 3 ans de sécheresse consécutive, les forêts de l'Allier subissent, elles aussi, les effets du changement climatique. Un exemple révélateur parmi d'autres forêts, des bouleversements en cours dans les espaces naturels français. » Voilà. Donc c'est une des dimensions de la destruction des espaces naturels français, enfin, de leur altération forte. Et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. C'est un phénomène, en fait, ils avaient prévu ça, parce qu'avec les modèles de changement climatique, ils avaient prévu ça, mais ce qui se passe aujourd'hui, ils avaient prévu que ça se passe vers 2050, 2040, 2050. Donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui a 20 ou 30 ans d'avance par rapport au modèle de prévision
de réchauffement climatique. Ça va beaucoup plus vite que ce qui était prévu par les modèles. On y va vers la barbarie. Hein. On y va vers la barbarie. Si vous n'y croyez pas, ça c'est un exemple, c'est concret. C'est les arbres, vous allez les voir dans la forêt de Compiègne, vous écoutez ce monsieur là, qui est le directeur, un directeur de cette zone à l'ONF. Voilà, ça c'est les faits concrets. Alors, eh bien, voilà la forêt de l'Allier. Voilà une des photos là, qui montre justement. Alors là, au premier plan, c'est des genêts, hein, c'est des petits arbustes, hein, c'est pas significatif. Il faut regarder, c'est à l'arrière-plan, c'est les arbres qui sont à l'arrière-plan, et on voit la quantité d'arbres qui souffrent et qui sont en train de mourir, tout simplement. Hein. C'est ça, vous voyez un peu. Donc ça, l'Allier, c'est loin du nord de la Seine, hein, on est bien au sud de la Loire. Hein, donc, vous voyez, ça ne touche pas que certaines zones. Hein. Enfin, ça touche que certaines zones, mais ça en touche dans toute la France. Sans parler de l'étranger. Donc là, par exemple, ça, c'est une carte, justement, de ce qu'ils ont fait sur un questionnaire, sur les impacts, etc. Donc, on voit bien ici la forêt de Compiègne, qui est cette zone-là de l'Oise, et peut-être même de la Somme, qui est impactée. Mais on voit qu'en fait, c'est une grande partie du Nord et du Grand Est, de tout l'Est, qui est en impact sur l'impact du réchauffement et des sécheresses et des fortes chaleurs sur les forêts. Donc du coup, l'ONF, elle tente de gérer le phénomène. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de planter d'autres espèces, mais visiblement, ils ont des difficultés aussi à les faire prendre, parce qu'il y a c'est plus ou moins réussi les replantations. Et en plus, ils essayent de planter en mosaïque, hein, plutôt que de faire des grosses amas d'une seule variété, de faire différentes choses. Bon, ça, c'est de la technique forestière, je dirais, hein, de gestion de la forêt. Bon, voilà, ils essayent de faire de façon, j'imagine, intelligente. Hein. Je ne connais pas leur métier, mais bon, voilà, on voit qu'ils s'en occupent, en tout cas, quoi. Mais, donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une stratégie d'adaptation au réchauffement. Hein, voilà, c'est ça la stratégie. On s'adapte au réchauffement. Et là, moi, je pose la question, parce que tout ça, c'est des faits, mais est-ce que cette approche est satisfaisante? Est-ce qu'on peut se satisfaire de se dire, eh bien, il y a le réchauffement climatique, on ne peut rien y faire, c'est quand même l'homme qui est responsable, on ne peut rien y faire, bon, on va s'adapter comme on peut. Les gens qui vont être submergés, qui vont avoir le Bangladesh, par exemple, ou la Hollande, hein, plus près de nous, hein, parce que je ne sais pas comment ils vont gérer cette histoire-là de l'augmentation du niveau des eaux, l'augmentation des sécheresses, etc. Ou dans les pays d'Afrique, notamment Afrique du Nord, qui sont déjà en dépendance alimentaire, comment est-ce que ça va faire pour nourrir tous ces gens, en Afrique et ailleurs? Est-ce que cette approche est suffisante de se dire on va s'adapter? Satisfaisante? Moi, je ne suis pas certain que ça soit satisfaisant intellectuellement. C'est comme si on se disait, bon, on crée des poubelles, mais c'est pas grave, on va vivre avec les poubelles, mais on continue de les accumuler, les poubelles, les déchets. Hein. C'est comme si c'est ça que ça veut dire. C'est très exactement ça. Transposer le CO2 qu'on rejette et le méthane qu'on rejette dans l'atmosphère, vous le transformez en vos sacs poubelles. Puis au lieu de dire, on va essayer de faire moins de sacs poubelles, de recycler ou je ne sais quoi, bien non, on continue d'accumuler les sacs poubelles chez soi. C'est exactement ça. Est-ce que c'est une approche satisfaisante? Je vous pose la question. Pour moi, je pense que ce n'est pas une approche satisfaisante. Et est-ce que ça sera une approche suffisante? On ne sait pas. Parce que là, on part dans un truc, s'il y a des effets de seuil, parfois aussi, hein, il y a plein d'hypothèses qui peuvent se passer avec le réchauffement climatique, avec des changements, des basculements de régime, des courants océaniques notamment, qui pourraient provoquer des choses, enfin je préfère pas en parler, mais qui peuvent faire des changements de régime climatique, mais à l'échelle planétaire. Donc ça veut dire qu'en gros on s'aventure dans un truc où on ne sait pas du tout ce qui va arriver, quoi. Voilà ce que ça veut dire. Donc moi, je ne pense pas que ça soit la bonne approche. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils fassent ce qu'ils font, mais niveau politique, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et c'est précisément une des raisons qui motive une perspective de la 6ème République, évidemment.
Parce que on peut parler des écologistes, mais leur approche est complètement en faillite. Hein, en faillite totale, puisqu'ils n'arrivent à rien gérer. Toute leur approche, tout ce qu'ils ont fait depuis 50 ans n'a servi à rien, puisqu'on continue sur les mêmes trajectoires, dans tous les domaines, quasiment. Quasiment tous les domaines. Le seul succès, ça a été sur la couche d'ozone. Et encore, je ne sais pas si c'était les écologistes, je ne suis pas sûr qu'ils étaient les plus mobilisés sur le sujet. En plus. Bref. Bon, voilà pour ce premier sujet, qui est bien triste. Deuxième sujet, la censure sur les réseaux sociaux. Alors, bon, évidemment, vous êtes au courant que Trump, indépendamment de ce qu'on pense du personnage, mais qui est quand même le président des USA, a été censuré par des diffuseurs privés. C'est-à-dire par des vendeurs de tuyaux. C'est comme si le vendeur d'électricité disait bah non, je refuse de vous vendre de l'électricité, je refuse de diffuser votre message. Le patron de café qui refuse de servir un client, il est répréhensible devant la loi, hein, je le rappelle ça. Mais là, eux, non. Eux, ils peuvent se permettre. Non mais, dans quel monde surtout? Le président des États-Unis. Quelqu'un qui a été élu quand même par le peuple américain. Donc on n'est plus du tout en démocratie, quoi. 70 000 comptes Twitter supprimés. Et, je ne veux pas dire cerise sur le gâteau, mais pour ce qui nous concerne, oui, en tout cas, un P6R censuré par Facebook, puisque nous avons été bloqués en partage de cette émission, notamment. Nous n'avons pas pu partager le fait que c'est sur les groupes Facebook, sur tous les groupes sur lesquels nous sommes inscrits, nous n'avons pas pu partager l'existence de cette émission. Et donc on est bloqué jusqu'au 21 janvier par Facebook. Voilà. Alors que jusqu'ici on le faisait sans aucun problème, vous voyez. Et bien là, voilà, clac. Voilà la police de la pensée, et tout ce qui peut déranger d'une manière ou d'une autre, eh bien il faut lui empêcher les gens de parler. Ça s'appelle du fascisme. Empêcher la liberté, entraver la liberté, c'est ça, c'est une des définitions essentielles du fascisme. Donc c'est une forme de fascisme. Oui. Alors, que dit Michel Blanc, qui était l'auteur d'un livre en 2011, Les médias sociaux, on muselle Trump malgré les débordements des démocrates. Parce qu'il faut bien voir qu'en même temps qu'il y a eu ces histoires avec le Capitole et tout ça, dont je reparlerai tout à l'heure, c'est que avec le mouvement Black Lives Matter, c'est tout ça, et tout en périphérie de tout ça, mais il y a eu des pillages, mais des pillages considérables, avec des villes qui étaient vraiment quasiment en état de siège pendant des semaines, souvent sous administration démocrate d'ailleurs. Et là, est-ce qu'il y a eu ce genre de répression, je dirais? Il y en a eu d'autres, hein. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu de choses qui se sont passées, mais on a quand même l'impression qu'il y a quand même deux poids, deux mesures, parce que ces débordements suscités justement par les démocrates qui sont dans une optique complètement folle, et moi je crains beaucoup ce Biden et au niveau mondial, ce que ça pourrait faire au niveau redéclenchement de guerre, etc. On verra. Hein. Et dernier point quand même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout cet establishment, tout cet ensemble de bien-pensance, de pensée unique plutôt que de bien-pensance, de pensée unique, de comptes privés qui s'arrogent le droit de couper des élus de la nation, et le premier d'entre eux, et tout un tas de gens, et des gens comme vous et moi, la preuve, mais c'est une vraie prise d'otage. C'est une vraie prise d'otage. Alors, ils ont beau jeu de dire « Ah oui, les gilets jaunes, ils ont bloqué des ronds-points, c'est une prise d'otage. » Ou les grésivistes des transports, ils prennent en otage les usagers, etc. Mais là, ça c'est aussi une vraie prise d'otage. Mais la personne, vous entendez parler que c'est une prise d'otage, hein? Parce que, au-delà de Trump, il y a 70 000 comptes Twitter supprimés. Facebook, vous voyez, vous avez un exemple, puis je ne connais pas tout ce qui se passe, évidemment. Mais eux, non, c'est pas une prise d'otage. Allez. Bon. J'ai mis un lien aussi en haut, si vous voulez aller plus loin, sur ce sujet.
Alors, il faut, parce que la question, l'idée c'est toujours la même chose, hein, une perspective de la 6ème République, on constate les problèmes, on est là aussi pour apporter des solutions, essayer de trouver des solutions. Et donc, il faut passer à d'autres médias. Ça veut dire que les médias tels que l'on a là, il faut essayer de contourner le problème, et on peut le faire. Eh bien, ça commence par une chose, ça commence par le site 1p6r.org, pour tous les gens qui veulent suivre cette initiative, visitez le site. Le site, il est sécurisé, il n'est pas hébergé dans des endroits qui peuvent être coupés. Donc voilà, il est relativement à l'abri de toutes ces choses-là. Alors on n'est jamais complètement à l'abri, hein, parce qu'on peut toujours vous couper des choses sur le data center en question, mais c'est un data center complètement privé, complètement isolé. Ce qui peut expliquer que parfois vous avez peut-être un débit avec des coupures de temps en temps, hein, ça c'est possible. Mais après vous pouvez le revoir en replay évidemment. Donc le site 1p6r.org, voilà, là il est hébergé sur un endroit complètement à part de tous ces, et même de tout hébergeur, hein, vous voyez, donc il est quand même relativement sécurisé. Bon, comme je dis, on n'est jamais à 100% sécurisé. Mais bon, on est pas mal quand même, hein. Par rapport à Facebook, etc., on est beaucoup plus sécurisé. Et eh bien, je vous invite à vous inscrire justement pour participer et rentrer dans l'initiative, hein. Ça c'est très important. Autre chose, c'est que nous commençons à migrer en fait toutes les vidéos qui sont sur YouTube, bon, qui vont rester sur YouTube tant qu'on ne nous ferme pas le compte, hein, mais qui migrent sur Odyssey. Odyssey, alors, on migre sur Odyssey, il faut étudier quand même parce qu'Odyssey c'est encore un acteur américain. Donc on verra si c'est vraiment la bonne solution, il faudra peut-être se reposer la question. Bon, pour l'instant sur YouTube on n'est pas trop embêté, donc, mais on a déjà dupliqué en fait les vidéos de YouTube et sur Odyssey, on publie sur les deux désormais. Après il y a autre chose là pour ce qui est Facebook et Twitter, eh bien, nous migrons également sur Telegram avec les deux groupes, le groupe, donc l'adresse qui s'affiche là, hein. Donc la chaîne Odyssey, l'URL est en haut, et les groupes et canaux, et le canal 1p6r sur Telegram, l'adresse s'affiche ici, hein. Et donc vous pourrez y accéder, ça y est, ils sont disponibles d'ores et déjà. Alors on est un petit peu différent quand même, puisque là on n'est plus sur des technologies américaines, on est sur des technologies d'origine russe, mais d'origine russe, de gens qui étaient opposants au régime de Vladimir Poutine. Donc ils ont développé ça justement pour se mettre à l'abri déjà d'un État qui avait pris un petit peu la main sur le réseau social qu'ils avaient créé en Russie. Donc on est déjà dans un truc d'opposant, hein, si vous voulez. Donc on est déjà plus on joue plus déjà dans la même cour. Actuellement, les développeurs sont à Dubaï, les serveurs de Telegram sont un petit peu répartis dans le monde. Bon, donc on est déjà un peu à un cran de sécurisation plus important. Mais il faut bien savoir que Telegram, par exemple, ils ont aussi coupé des canaux de l'État islamique. Hein, ça a été demandé, et ils ont coupé les canaux de l'État islamique. Donc il faut quand même savoir que c'est possible qu'il y ait des coupures. Bon, sur le cas de l'État islamique, on ne va pas pleurer sur leur sort, hein, ça c'est clair. Mais voilà, ça montre simplement que ça peut arriver, et voilà. C'est pour ça que 1p6r a développé dès le départ, même si ça a pris du temps et ça a été un investissement également, nous avons développé le logiciel Crypt, enfin je l'ai développé même personnellement, hein, en l'occurrence, justement pour permettre des échanges totalement sécurisés et un coffre-fort totalement sécurisé que vous pouvez avoir chez vous, et des échanges sécurisés avec 1p6r. Donc en fait, il y a toute une stratégie derrière ça, mais alors là, pour le coup, le gros avantage de Crypt, c'est qu'il n'y a plus de serveurs. Parce que là, le problème de tous ces systèmes, c'est qu'il y a des serveurs à un moment donné dans ce qu'ils appellent le cloud, et il faut passer par les serveurs. Si vous ne passez pas par les serveurs, ça y est, ils peuvent vous couper. Avec Crypt, il n'y a plus de serveurs. C'est directement, vous faites du point à point. Et vous pouvez transmettre les fichiers comme vous voulez. Alors, parce que là, quelque part, c'est une première version de Crypt, qui est la version de base, qui permet justement, par échange de fichiers, d'avoir des échanges totalement sécurisés. Je dirais que c'est le niveau 1.
j'ai pas le temps de m'occuper de développement supplémentaire. S'il y avait des gens qui veulent participer à développer Crypt, parce que j'ai tout un tas d'idées, croyez-moi, pour justement se passer complètement de serveurs et pouvoir faire des échanges sécurisés et vraiment complètement sécurisés. Parce que pour l'instant, il faut encore un serveur pour initier l'échange, mais après c'est fini. Une fois que vous avez initié l'échange, c'est bon, vous pouvez échanger sans aucun problème. Donc c'est juste au début que vous avez le mécanisme d'échange. Mais sinon, dans les versions ultérieures, que j'espère nous trouverons des financements pour les financer, il n'y aura même plus ce problème-là. Ce problème-là disparaîtra aussi. J'ai déjà la solution. Ça fait quelques années que j'ai la solution, mais après, il faut avoir les moyens de la mettre en œuvre, évidemment. Donc voilà. Donc vous voyez, on a une réponse, et on a une réponse, y compris sur tous les niveaux. C'est aussi un gage de crédibilité. C'est-à-dire que là, moi, c'est des choses qui sont réfléchies bien en amont, et croyez-moi que dans le domaine politique, eh bien, c'est la même chose. Croyez-moi que toute la trajectoire, elle est là. Elle est déjà réfléchie, elle est déjà prévue. Et ce qui se passe pour Trump, par exemple, moi j'ai déjà anticipé, mais ça fait déjà 1 an que si on était dans la situation, il ne nous arriverait pas la même chose. Bref. Continuons. Autre sujet. Vous avez entendu, sans doute, dans les médias qu'il y a des affaires de pédophilie qui sortent avec un journaliste, je crois, et différents journalistes qui sont mis en cause, etc. Enfin, au moins un. Et je voudrais insister sur une chose, au-delà du fait que des affaires comme ça, il y en a toujours eu, mais particulièrement sur ces affaires dont on parle en ce moment, c'est qu'en fait, c'est aussi une partie des transgressions qui sont issus de mai 68, dont j'ai parlé, qui ont été accélérés en mai 68. Ça avait commencé un peu avant déjà, il faut quand même le savoir. Mais ça a été quand même, la bascule a été très importante en mai 68, une accélération, une validation quelque part de cette approche transgressive, libérale, libertaire. Et il n'est pas du tout un hasard que ce soit justement des personnalités issues de cette mouvance de mai 68 qui soient justement au cœur de ces affaires. Et donc ça, je pense quand même que c'est tout à fait significatif. Autre sujet, autre aspect, je dirais, autre volet, qui est un peu un pendant quelque part, c'est il faut bien savoir aussi que dans l'islam, la pédophilie est quelque part autorisée. Puisque Mahomet lui-même a été marié avec une petite fille de 6 ans, et il a consommé sexuellement ce mariage quand la petite fille avait 9 ans. Ce qui fait que vous allez voir dans beaucoup comme il faut faire ce qu'a fait Mahomet dans cette religion, eh bien, il y a tout un tas de gens et dans plein de pays, avec des vieillards qui sont mariés à des petites filles. Ça, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Donc ces affaires de pédophilie, vous voyez, c'est 2 aspects, mais qui se répondent un petit peu, et qui participent aussi de toutes ces agressions contre les enfants. Nous reviendrons justement dans l'aspect spirituel, de remettre un petit peu les choses à l'endroit, et je pense que justement il y aura des éléments de réponse par rapport à ça. Alors au-delà de ça, je dirais, toutes ces transgressions, ça abîme, et ça détruit les êtres et les sociétés, et nous en voyons le résultat, je dirais, aujourd'hui. On paye toutes les additions de ça aujourd'hui. Alors, ça fait partie, dans les mesures d'urgence proposées par une perspective de la 6ème République, justement, rouvrir aussi toutes les affaires non classées, ou classées à tort, justement, ça fait partie des mesures d'urgence qui seront prévues dans le plan d'urgence d'une perspective de la 6ème République. Il y a une plateforme de consultation citoyenne qui va être mise en place sur impcr.org, qui est d'ailleurs, donc on finalise le plan d'urgence sur les aspects, sur les propositions, et après il y aura possibilité sur la plateforme participative citoyenne de consulter, de dire quelles sont les mesures d'urgence qu'on mettra en place, sachant que ce plan d'urgence n'est pas un programme,
c'est très important. Le sujet d'une perspective de la 6ème République, c'est de mettre en place la 6ème République, c'est quand même ça le sujet principal. Là, ce sont juste un ensemble de mesures d'urgence qui sont à mettre en preuve, 10 mesures d'urgence qui sont à mettre en preuve, en œuvre sans attendre. Voilà, donc on arrive au terme de cette émission. Donc vous voyez, c'est un format un peu différent de l'année dernière. Donc, avec un hommage à des victimes des barbaries. Lors de la manifestation du 6 janvier à Washington, où des manifestants ont pénétré dans le Capitole, 5 personnes ont trouvé la mort. 4 manifestants, dont une vétéran de l'armée américaine et un policier. Quelques jours après, le manifestant Christopher Stanton Georgia a été retrouvé mort dans son sous-sol. Il fut un temps soupçonné d'avoir accédé à un ordinateur utilisé par Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, c'est la alors je sais pas comment on dit, la responsable, la chef, la présidente de la Chambre des représentants qui est démocrate. La police a conclu à un suicide. Le 5 janvier, dans l'église Saint-Paul de Colmar, le prêtre a été violemment agressé par un individu refusant par un individu refusant de laisser la messe se dérouler. Celui-ci a tenté de tuer le curé avec l'arme des policiers venus l'interpeller. Voilà, nous arrivons au terme de cette chronique. Je répète un petit peu cette maxime que j'ai commise la semaine dernière. Avez-vous le temps d'espérer un miracle? Alors vous attendrez longtemps. Car les miracles sont comme les mirages. Ils n'existent pas. Eh bien, il est temps de s'engager, il est temps de bouger, de passer à l'initiative. Inscrivez-vous sur le site Une perspective de la 6ème République. Lisez, diffusez le manifeste Émergence et les mini-cartes d'une perspective, la 6ème République. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, et à mercredi pour un prochain mercredi de l'espoir, et la semaine prochaine pour une nouvelle chronique des barbaries. Bonsoir.